final, déjà, il y avait une très grande diversité en termes de thématiques abordées. Et c'était une diversité qu'on retrouvait à la fois en Occident, hors Occident. Mais un élément qui était très souvent souligné par les intervenants, c'est que ce n'était pas au final le contenu qui était le plus important dans l'intervention, mais c'était vraiment la façon de l'aborder, la manière qui s'était abordée dans les interventions. Donc, ce qu'ils disaient, c'est que l'élément le plus crucial, selon eux, c'était vraiment de maintenir un lien de confiance avec les participants, que ces participants se sentent à l'aise de s'exprimer dans leurs interventions, et surtout si c'était pour aborder des thématiques délicates, que justement les participants sentent que bon, même si mon opinion est un peu contraire à la majorité, même si c'est une opinion controversée, je suis en mesure d'en parler dans ce groupe. Il n'y aura pas de jugement, il y aura place à l'empathie, à la transparence. Donc c'est vraiment ce qui était souligné par les intervenants. Et ils disaient qu'ils considéraient que c'est très important de justement créer des espaces de dialogue, que leurs interventions servent à créer des espaces de dialogue, parce qu'ils sentaient que c'est vraiment quelque chose qui manquait en société, que ce soit Occident, hors Occident. Et ils sentaient qu'une des raisons qui pouvait justement mener les individus à emprunter des voies moins pro-sociales de s'exprimer en société, c'était justement parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas en mesure de s'exprimer, qu'ils ne pouvaient pas partager leurs opinions. D'où l'importance de ces espaces de dialogue. Et cette relation de confiance a également été soulignée en ce qui concerne les communautés dans lesquelles les interventions sont mises en place, parce que, de un, comme ça a été mentionné au préalable dans la présentation, le niveau local est le mieux outillé pour justement bien connaître la réalité locale, être en mesure de détecter des signes avant-coureurs. Donc, c'est important de justement établir un bon lien avec les communautés, d'avoir une approche participative aussi au niveau de la conception et la mise en œuvre des interventions. Et aussi, il y a beaucoup d'intervenants qui nous disaient qu'un très gros facteur d'échec des interventions qu'ils avaient déjà mises en œuvre par le passé, c'était justement s'ils avaient une méconnaissance des communautés ou si justement ils avaient une approche qui n'était pas participative avec celle-ci, l'intervention avait beaucoup plus de chances d'échouer. Ce qui n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on sait très bien en prévention de la criminalité dans d'autres domaines. Un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire, bien sûr, un facteur qui peut entraver la confiance entre les intervenants et la communauté, c'est le sentiment pour les communautés d'être stigmatisées. Ça, c'est une question qu'on leur a posée, on leur a demandé comment est-ce qu'ils faisaient pour éviter de stigmatiser les communautés avec lesquelles ils travaillaient. Donc ça, c'est un enjeu qui est ressorti beaucoup plus en Occident que dans les pays hors Occident. Hors Occident, c'est pas franchement un enjeu pour eux, ils n'y font pas spécialement attention. Par contre, c'est que dans les pays occidentaux, on a eu l'exemple de Prevent en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais Prevent, c'est un des 4 axes de la stratégie nationale de contre-terrorisme de la Grande-Bretagne. Et comment dire, ce volet-là a été retoqué plusieurs fois parce que les conséquences de l'application des mesures permises par Prevent ont eu vraiment des conséquences assez néfastes sur la communauté musulmane en Grande-Bretagne, qui s'est sentie vraiment ciblée, vraiment stigmatisée, tant du point de vue du repérage que des actions mises en place. Donc ça a dû être reformulé puis retravaillé, alors qu'à la base la stratégie elle cible vraiment toutes les communautés, tous les types de prévention, mais concrètement dans la réalité ce qui s'est passé c'est que vraiment les communautés musulmanes se sont senties vraiment ciblées. Donc ça illustre vraiment les enjeux en Occident où il y a une crainte vraiment des intervenants, ils font vraiment attention surtout à ne pas stigmatiser les communautés issues d'immigration ou les communautés réfugiées. Donc on leur a demandé quelle stratégie est-ce qu'ils mettaient en place pour éviter ça, pour faire attention à ne pas les stigmatiser. La première, ce que eux ils font la plupart du temps de manière assez logique, c'est qu'ils ne ciblent pas un type de radicalisation en particulier. Donc ils ne vont pas cibler la radicalisation d'extrême droite ou la radicalisation islamiste. C'est vraiment tant qu'il y a menace de violence, ils s'y intéressent. Donc ça peut être élargir la problématique, mais ça peut aussi être de manière encore une fois assez intuitive de tout simplement cibler les comportements et pas les idéologies. Donc cibler les comportements de violence, mais ça permet aussi de cibler des comportements qui ne sont pas forcément spécifiques à
à des problèmes de radicalisation. Comme on l'a mentionné, la radicalisation, ça devient un problème quand ça devient violent. Donc à partir de là, ce qui nous intéresse, nous, c'est les comportements violents, c'est les discours haineux, etc. Donc deux différentes manières pour les intervenants, surtout en Occident, de résoudre ce problème. Ça, encore une fois, on ne leur a pas posé cette question-là, mais c'est ressorti. On a trouvé plusieurs approches en prévention de la radicalisation violente. Une de ces approches-là, à travers tous les intervenants qu'on a interrogés, c'est ce qu'on appelle l'approche intégrative. Donc l'approche intégrative, elle vient de l'idée qu'on sait qu'un des facteurs de radicalisation violente, c'est le fait que soit une communauté, soit un individu se sentent isolés, ostracisés, discriminés, etc. Donc les approches intégratives, elles viennent s'attaquer à ce facteur-là, en ciblant les communautés et en ciblant les individus aussi. Donc ça va être de faire en sorte qu'une communauté se sente intégrée, puis ne soit plus victime de discrimination, d'isolement, etc. Et ça va être au niveau de l'individu, ça va être de faire en sorte qu'un individu, encore une fois, ne soit pas isolé, et des repères autour de lui, qu'il ait un tissu social, un tissu communautaire autour de lui qui puisse le soutenir, parce qu'on sait qu'un individu isolé est vulnérable et peut être la proie à certaines mauvaises influences. Donc les approches d'intégration dont les intervenants de notre étude nous ont parlé, c'est qu'ils mettent vraiment l'emphase sur le fait que l'intégration doit être bidirectionnelle. C'est-à-dire que ça ne doit pas être que la société minoritaire qui doit chercher à s'intégrer à la société majoritaire, mais c'est aussi travailler avec les sociétés majoritaires pour que celles-ci intègrent les sociétés dites minoritaires, entre guillemets. Donc c'est un effort collectif qui implique à la fois de travailler avec les sociétés minoritaires, mais aussi avec les sociétés majoritaires pour s'intéresser au pourquoi de leur rejet dans certains cas de certaines communautés, s'intéresser aussi à leurs peurs, à leurs anxiétés, à leurs doutes, à leur scepticisme, etc. Et c'est aussi tout simplement travailler le dialogue et les relations entre les deux. Donc il y a notamment une initiative à Amsterdam, c'est des rencontres qui sont organisées entre des enseignants et des mères d'étudiants réfugiés pour que chacun prenne un peu conscience de la réalité de l'autre, que ça brise certains préjugés, que ça brise certains tabous, puis que tout le monde puisse travailler et vivre ensemble. Donc c'est ce que les intervenants nous ont dit, que ça doit vraiment être bidirectionnel. Ça, c'est encore une fois une question qu'on leur a posée directement. On leur a posé plusieurs questions. D'abord sur la source de financement, sur est-ce qu'il y avait des conditions, des contraintes qui étaient attachées à ce financement, est-ce que ça avait une influence directe sur leur intervention, sur la manière dont c'était conçu, sur la manière dont c'était mis en œuvre, et sur la pérennité. Au niveau des sources de financement, ça c'est unanime à travers tous les pays, à travers tous les intervenants, c'est qu'obtenir du financement en prévention, c'est compliqué. Actuellement, la priorité est vraiment mise sur le répressif, donc les approches plutôt préventives ont plus de difficultés à obtenir du financement. Un autre constat unanime, c'est que les intervenants ou les chefs de programme multiplient les sources de financement, entre guillemets, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, ils vont chercher plusieurs financements de plusieurs bailleurs de fonds. Déjà parce que souvent un seul financement ne suffit pas à financer la totalité d'un projet, et aussi de manière à ce que si un financement s'arrête ou n'est pas renouvelé, qu'il y ait quand même d'autres financements sur lesquels s'appuyer pour continuer le projet. Par contre, une différence qu'on a trouvée entre les pays occidentaux et les pays non occidentaux au niveau de la source de financement, c'est que si les intervenants travaillant dans les pays occidentaux reçoivent souvent du financement de leur propre gouvernement, de leur propre pays, peu importe l'échelle de gouvernement, que ce soit municipal, régional ou national. À l'inverse, les intervenants qui travaillent hors Occident, eux, ils doivent plus souvent compter sur du financement soit d'organisations internationales, soit de pays étrangers. Et le seul intervenant, c'était un intervenant qui travaille dans un pays d'Afrique, qui nous a dit qu'il recevait du financement donc de son propre pays, nous a dit que c'était insuffisant, donc il a été obligé d'aller chercher du financement à l'étranger aussi. En termes d'influence du bailleur de fonds, le premier enjeu qui se pose pour les intervenants, c'est la neutralité aux yeux du public. Ça, c'est souvent le cas quand les pays
quand les intervenants reçoivent du financement de pays étrangers, ça peut être très très délicat de justifier ça aux yeux de la population locale qui parfois se méfie un peu puis se demande un peu pourquoi tel pays finance tel programme. Donc ça peut avoir une influence sur l'adhésion des populations à un programme. En termes d'indépendance et de flexibilité, ça par contre c'était assez unanime aussi, c'est que les intervenants ne se sentaient pas contraints de développer un programme d'une certaine manière, ou ils se sentaient quand même assez libres, assez flexibles de développer leur programme comme bon leur semblait, voire même ils étaient, comme on l'a dit, c'est les programmes qui sont actuellement en place sont pas forcément évalués, donc on a encore un petit peu du mal à cerner ce qui marche pas. Et ça, ce que les intervenants nous ont dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bailleurs de fonds qui sont quand même assez compréhensifs. Ils se rendent compte que on fonctionne encore un petit peu à tâtons, donc il y a des essais, il y a des échecs. Voire même dans un cas, il y a un intervenant qui nous racontait qu'il a reçu du financement pour organiser un événement public. Donc tout l'événement a été financé, l'argent a été dépensé, etc. Et en fait, dernière minute, à cause de raisons de menaces à la sécurité lors de l'événement a dû être annulé. Donc tout l'argent a été dépensé, puis finalement il n'y a rien qui a été fait. Et le bailleur de fonds s'est montré assez compréhensif, puis a bien compris qu'il y a des impératifs des fois qu'on ne contrôle pas. Par contre, là où les intervenants se sentent plus contraints, c'est en termes de définition des problématiques et des populations ciblées. Selon eux, les problèmes mis en avant par les bailleurs de fonds quand ils accordent les financements ne sont pas forcément, selon eux, les vrais problèmes. Ça ne touche pas forcément les vrais problèmes de fonds, etc. D'une part. Et de deux, c'est un intervenant qui nous disait que c'est très souvent les financements en prévention de la radicalisation violente ciblent les jeunes, alors que pour lui, c'est aussi des interventions qui pourraient être faites auprès d'adultes, et que c'est quand même parfois très dommage de cibler seulement les jeunes. Et c'est aussi en termes de vocabulaire, puis ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu tout au long, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bailleurs de fonds pour avoir le financement, pour que le projet soit financé, il faut qu'il soit estampillé radicalisation. Sauf que sur le terrain, vous ne pouvez pas arriver avec un projet estampillé radicalisation. Donc ça c'est un problème aussi pour les intervenants qui se retrouvent un peu au milieu avec des bailleurs de fonds qui veulent absolument utiliser telle terminologie, mais c'est une terminologie qui ne marche pas auprès des participants. Et enfin, le dernier gros enjeu en termes de financement, c'est la pérennité. C'est des financements qui sont très souvent financés sur 1 ou 2 ans, ce qui est largement insuffisant pour mettre en place un programme de prévention. D'où aussi la nécessité de multiplier les sources de financement. Et c'est aussi que les bailleurs de fonds veulent souvent des résultats ou des évaluations immédiates, alors que les effets ne se font pas sentir de suite, ça met du temps à être mis en place, ça met du temps à être évalué, etc. Ça, les bailleurs de fonds ne le comprennent pas souvent, donc d'où aussi le fait que les financements peuvent ne pas être renouvelés faute d'évaluation, alors que peut-être laisser le temps aux choses aussi. Donc, on est rendu à notre dernier constat. Donc, ce qu'on était très content de pouvoir aborder dans cette étude qui n'avait pas été souvent abordée dans la littérature, c'est 2 aspects en particulier. Premièrement, l'enjeu de la sécurité des intervenants. Donc, on les a questionnés par rapport à c'est quoi leur perception justement par rapport à leur sécurité dans leur travail, leur sentiment d'insécurité par rapport au travail qu'ils font. Et on a également abordé la perspective de genre. Donc, comme Pablo mentionnait plus tôt, c'est quelque chose qui a été très peu abordé dans la littérature. Donc, en ce qui concerne l'enjeu de la sécurité des intervenants, on s'est rendu compte que c'était un enjeu à la fois en Occident et hors Occident, mais que les situations de sécurité étaient quand même beaucoup plus graves ou beaucoup plus importantes en Afrique, principalement en raison de la présence de groupes extrémistes et terroristes à proximité. Donc, beaucoup d'intervenants nous disaient que c'était un très gros enjeu dans leur travail. Également, comme Kathleen le disait plus tôt, au niveau du vocabulaire, justement, le financement reçu, parler de prévention de la radicalisation, c'est un peu problématique pour eux. Ça peut les mettre en assez gros, en danger important. Et dans certains cas aussi, on avait un intervenant africain qui nous disait que lui, son organisation était plutôt la cible du gouvernement,
que beaucoup d'employés avaient en fait été incarcérés pendant certaines périodes de temps. Donc, il devait à la fois conjuguer avec le danger de groupes extrémistes, le danger de son propre gouvernement, mais qui travaillait malgré tout. Il persévérait, donc on était très impressionnés. Bien évidemment, ce qui était souligné par les intervenants, c'est que, bon, ben, oui, ils ont des enjeux de sécurité, mais le très gros enjeu, c'est qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires forcément pour assurer la sécurité, par exemple, de leurs organisations. On avait une intervenante européenne qui, elle, avait été publiquement identifiée par, ou en tout cas, publiquement la cible d'un groupe terroriste, et donc l'État est intervenu pour justement s'assurer qu'elle ait des gardes du corps autour d'elle quasi 24 heures sur 24, ce qui avait des enjeux importants sur sa liberté de se mouvoir, mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle elle avait cette sécurité plutôt assurée, mais ce n'était pas le cas des autres employés de son organisation. Ça créait des problèmes aussi par rapport à sa famille, son entourage. Donc, cette absence de ressources crée beaucoup d'enjeux au niveau de la sécurité. Et ensuite, en termes de perspective de genre, donc comme Pablo le mentionnait, un des très rares consensus qu'on retrouve dans la littérature sur la radicalisation, c'est que la plupart des individus qui se radicalisent sont des jeunes hommes. Donc, on questionnait justement les intervenants à savoir, est-ce que l'aspect du genre est une thématique que vous abordez dans vos interventions? Est-ce que vous en parlez? Et en fait, les réponses étaient assez intéressantes parce qu'ils nous disaient que oui, on en parle. En fait, on fait des groupes juste avec des filles, des groupes juste avec des garçons. Mais on se demandait, est-ce qu'au niveau du contenu en tant que tel, vous parlez du genre? Est-ce que vous parlez de la construction sociale, des rôles genrés? Et ça, par contre, c'était beaucoup moins abordé. Ils ne parlaient pas forcément de, justement, la construction de la masculinité, quel impact est-ce que ça peut avoir au niveau de la violence, du recours à la violence. Donc, on trouvait que c'était intéressant, cette lacune à ce niveau-là. C'est une thématique qui est de plus en plus abordée dans les questions de radicalisation, d'extrémisme violent. Il y a une attention plus particulière qui est portée à cet aspect-là. Donc, ça clôt nos constats. Donc, on va passer à la conclusion avec Pablo. Alors, c'est la conclusion la plus évidente. Et il faut l'avouer. L'intervention et la prévention sur la radicalisation violente, c'est un terrain en construction. Et je ne pense pas que ça se voit comme ça au niveau du gouvernement, au niveau des bailleurs de fonds. Mais par contre, je dirais que les intervenants sont clairs à cet aspect-là, qu'on est en phase d'expérimentation, qu'il n'y a rien de certain à ce sujet, que c'est tout à faire dans certains cas. Et il n'y a pas un corpus théorique évident, il n'y a pas une discipline claire par rapport à la radicalisation et à la violence. Et ça, dans le cas de la recherche fondamentale. Dans le cas de l'intervention, c'est clair à partir de ce qu'on a vu, qui est évidemment, il y avait les petits nombres des documents scientifiques ayant des données plus grandes, qui en fait connaît très peu. Si on connaît peu sur la radicalisation en tant que telle, on connaît vraiment presque rien sur la prévention de la radicalisation et de la violence. Et alors, voilà. Et ce type de choses, on peut le voir à partir de deux facteurs, je dirais, deux aspects intéressants. D'abord, que les intervenants n'ont pas mis l'accent sur les contenus de l'intervention. Et parfois, on posait la question sur radicalisation, comme tout à l'heure Catherine et Anne-Sophie en parlaient. Et ils disaient parfois, on mentionnait radicalisation, parfois on ne mentionnait pas radicalisation. Ce n'est pas forcément les contenus la chose la plus importante, sinon les comment. Comment est-ce qu'on produit l'intervention? C'est ça où les intervenants ont mis beaucoup plus l'accent. Et ça nous fait réfléchir aux facteurs non spécifiques. On sait depuis déjà les années 60, en psychologie au moins, que quand on fait une intervention, parfois différents types d'interventions avaient des résultats semblables. Okay? Parfois un peu plus efficaces, parfois moins efficaces, mais semblables en tant que tel. Et donc les chercheurs à cette époque-là se sont posé la question, mais pourquoi? Et quels sont les facteurs les plus importants? Et donc, ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils ne sont pas les facteurs spécifiques de l'intervention, les contenus, les objectifs,
sinon la façon dans laquelle l'intervention se produit. Et c'est ça qui s'appelle en fait les facteurs non spécifiques de réussite. Et donc, pas forcément les contenus, sinon la relation d'intervention. La relation entre l'intervenant et la personne avec qui on va faire l'intervention. Et qu'est-ce que c'est? Dans les cas des personnes qui connaissent l'intervention, ça coule des sources, évidemment. Donc, c'est quoi la chose la plus importante? Les liens de confiance. Okay? Les liens de confiance sont fondamentaux. Et les liens de confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut bâtir de jour au lendemain. Hein? C'est quelque chose qui implique un travail constant. C'est difficile. Et c'est pour cela que, par exemple, les aspects dont Catherine parlait récemment, par exemple, le fait d'avoir des attentats terroristes, par exemple, ou les mesures répressives vont à l'encontre, justement, de bâtir ces liens de confiance. Et donc, la transparence aussi. Est-ce que, par exemple, si on fait une intervention, par exemple, sur les sommets, par exemple, sur des personnes condamnées par des faits de terrorisme, c'est évident, on va parler de terrorisme, on va parler de radicalisation. Mais si on fait une prévention primaire, par exemple, on travaille à ce niveau-là, est-ce qu'on doit parler de radicalisation vraiment? Et donc c'est hyper difficile à dire ce type de choses. Par exemple, en France, quand on a fait la recherche-action, on a essayé. Et moi, j'étais pour la transparence, c'est-à-dire, OK, il faut être transparent parce qu'on travaille là-dessus. Les personnes ne sont pas stupides, on se rend compte qu'en fait, on travaille sur la radicalisation. Mais les intervenants là-bas, ils disaient, mais comment est-ce qu'on va dire qu'on va parler de radicalisation? C'est hyper compliqué, c'est prévention primaire. Donc, bon, on va essayer. Ils l'ont essayé. Ils n'ont pas parlé de radicalisation, ça a été un bordel. Absolument. Les gens se sont rendus compte que finalement l'intervention était axée sur la radicalisation parce qu'on parlait des jugements critiques, on parlait de plein de choses qui sont assez connues dans les domaines. Ça a été un bordel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a travaillé à partir d'un modèle itératif, on faisait des cycles d'intervention. Au deuxième cycle, on a décidé d'être hyper transparent. Et donc, on a fait plutôt des interventions individuelles au début, des entretiens pour parler du sujet. On va travailler sur cela. C'est comme les cancers, par exemple. Ce n'est pas forcément que tu as du cancer, mais si tu fais ce type de choses, éventuellement, à l'avenir, tu ne vas pas avoir de cancer. Et donc, on travaillait comme ça, donc la prévention primaire. Ils ont été transparents. Donc, lors de l'action collective, parce qu'imaginez-vous, les premiers cycles, il y avait, je ne sais pas, tout le monde était là, personne n'avait parlé sur radicalisation, les intervenants commencent à parler, et tout le monde en groupe, bon, évidemment, ça a été un bordel. Mais la deuxième fois, étant donné qu'on a parlé individuellement avec les gens, on est arrivé à l'intervention en groupe, et rien ne s'est passé. Tout le monde il avait compris c'est quoi le but de l'intervention, pas de soucis. C'est pour cela qu'on parle des liens de confiance, de transparence par rapport à ça. Donc, en fait, bon voilà, on a déjà mentionné ça. Donc, c'est important et faire appel à son expérience. Parfois, ça sonne comme ça peut se lire comme une critique, par exemple, de dire que finalement qu'il n'y a rien par rapport à la radicalisation, que les gens, par exemple, font appel à son expérience. Mais nous, on dirait que c'est vraiment un facteur de réussite. Finalement, il ne faut pas réinventer la roue. Et parfois, peut-être on connaît déjà comment intervenir. En fait, les facteurs à la base de la radicalisation ne sont pas si différents des facteurs qui expliquent autre type de phénomènes. Des violences, par exemple. On a parlé sur la masculinité. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un lien entre la construction sociale des masculinités et la violence en général? Et donc, on peut appliquer ça sur la radicalisation, pourquoi pas? Donc, la question à se poser en termes de conclusion, est-ce que devons-nous innover à ce sujet, vraiment? Est-ce qu'il y a une exigence de dire, OK, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de nouveau, il faut innover. Mais parfois, on n'a pas besoin d'innover. On connaît déjà. Et c'est ça, je dirais, que parfois les intervenants ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà les outils pour travailler sur les sujets. Ils pensent que la radicalisation et l'extrémisme sont un truc tellement difficile, tellement énorme, tellement en dehors de la portée de n'importe quel type d'intervention que ça produit énormément de l'angoisse et de la peur qu'ils ne le font pas. Et par contre, il faut briser la peur, il faut briser l'angoisse, il faut avancer. Les intervenants sont outillés, bien sûr, ils ont besoin de connaissances. Ça n'implique pas forcément qu'il ne faut pas se former, qu'il ne faut pas connaître plus en profondeur les sujets. Mais peut-être la question à se poser, est-ce que si nous devons vraiment innover? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'innover à ce sujet. Et donc, évidemment, je dirais que l'un des grands enjeux de prévention de la radicalisation est la motivation au changement des usagers. Et ça, c'est hyper important parce qu'on voit que
je dirais qu'on commence plutôt avec les douzièmes, en fait, et les intervenants se retrouvent pris entre les marteaux et les clous. Ça c'est clair. Pourquoi ça? On a parlé sur cela récemment. Et les bailleurs de fonds te demandent de parler de radicalisation, de mettre en fait l'étiquette de radicalisation dans les appels à proposition. Tu obliges aussi les bailleurs de fonds à travailler sur un sujet spécifique. Mais par contre, quand on est sur le terrain, et si on parle de radicalisation, ça va à l'encontre en fait de lien de confiance. Et donc, d'une part, les intervenants doivent répondre aux besoins des bailleurs de fonds, qui parfois sont loin du terrain, et en même temps, être en mesure d'accueillir les démons du terrain. Comment faire ça? Comment intervenir sans stigmatiser? Comment, par exemple, répondre aux deux besoins qui sont parfois contradictoires? Parce que quand on parle de prévention de la criminalité, par exemple, on sait, on est tous d'accord, on va tous lutter contre la criminalité. Même les délinquants se rendent compte qu'ils sont peut-être trop violents et qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. Dans les cas de la radicalisation, ce n'est pas le cas. Les communautés, parfois, ne considèrent pas qu'il y a un problème dans sa communauté. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi vous venez parler de radicalisation au sein de ma communauté? C'est quoi les problèmes avec la confiance avec ça? C'est hyper compliqué. Et c'est pour cela que l'un des grands enjeux, c'est justement la motivation au changement. Donc, comment, parce qu'on sait ça depuis un point de vue de l'intervention, la base de n'importe quel type d'intervention, justement, est la motivation à changer, à reconnaître qu'on a un problème et que si on a ce problème, on peut le changer. La motivation n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on travaille? Donc, c'est hyper compliqué. Par exemple, en France, nous, qu'est-ce qu'on a? On a fait ça, ça a été un compromis. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, par exemple, que les programmes Exit qui travaillent sur l'extrême droite, tous les processus étaient hyper similaires à la théorie de changement de Prochaska et Clemente, qui travaille avec les toxicomanes. Ça veut dire que la base de tout cela était exactement la même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de motivation au changement. Avec les toxicomanes, par exemple, l'entretien motivationnel, par exemple, s'adresse justement à ça. On part du principe que les gens ne sont pas motivés au changement, et donc la première étape à faire est motiver ou de trouver une certaine motivation au changement. Et à partir de là, commencer l'intervention. Donc, dans le cas de l'accordéon, au sommet de la pyramide, la première étape que nous, on a commencé à travailler, c'est justement d'adapter l'entretien motivationnel dans le cas des toxicomanes pour travailler l'extrémisme violent. Donc, c'est un compromis, c'est pas parfait, mais au moins on commence à partir de cette motivation. Et donc, les recommandations sont assez claires. Okay? Donc, je dirais qu'on va renforcer un peu les constats, on va répéter quelque chose par rapport à ça. D'abord, on a déjà mentionné ça, favoriser les approches adaptées aux spécificités locales. Ils nous ont mentionné ça. Quand on ne prend pas en considération la culture locale, l'intervention va directement à l'échec. Il faut prendre en considération justement cette idée. Et qu'il faut avoir une connaissance des communautés, une connaissance réelle, et vraiment avoir accès au terrain. Mais ça c'est évident. Et vous allez me dire, oui, mais il faut quand même, il faut le mentionner. L'intégration des différents acteurs, jeunes, leaders communautaires religieux, travailler avec l'entourage des individus à risque. Parfois, dans certaines interventions, par exemple, on considère qu'on doit travailler qu'avec les personnes qui sont dans un processus de radicalisation. Non, il faut élargir la portée de l'intervention. Il faut être plus compréhensif par rapport à ça. Et on a parlé sur cela aussi. Donc, favoriser les liens de confiance, je me répète, mais c'est quand même bien de le mentionner. Qu'est-ce que ça veut dire favoriser les liens de confiance dans ce contexte-là? Non-jugement. Ça, c'est la chose. Accepter que les personnes qui sont devant nous ont une pensée qui est vraiment différente. Et que ça peut nous choquer. Et que c'est peut-être à l'encontre de nos valeurs. Mais il faut l'accepter. Il faut reconnaître qu'on est différent. Si nous, on a vraiment envie de faire une intervention, et si nous, on veut encourager justement la complexité de la pensée, encourager ou d'éviter la pensée binaire, nous-mêmes, on doit être confrontés aussi à cette situation. On ne doit pas penser de façon binaire. On doit éviter nous-mêmes la polarisation. Donc, voilà, les non-jugements. Accepter que l'autre peut penser différemment. La transparence, je vais déjà parler sur cela. Offrir l'espace, qu'est-ce que ça veut dire favoriser ces liens de confiance? Offrir l'espace de parole, la même chose. Faire preuve d'empathie, ce sont des choses qui s'accoutent des sources, évidemment. Voilà, donc j'ai déjà parlé sur cela,
un travail de longue haleine, des liens de confiance, faire appel à des intervenants crédibles. Non, c'est ça les liens de confiance finalement. Les liens de confiance et le fait de devenir crédible dans le contexte de l'intervention. Donc, c'est ça la chose la plus importante. Adopter une approche positive, on se concentre souvent, et ça c'est dans n'importe quel type d'intervention, sur les facteurs de risque. Pourquoi pas avoir plutôt renversé la situation et se concentrer sur des facteurs plutôt positifs, sur les points forts de la personne, au lieu de penser que sur les points faibles de la personne. Bon, évidemment, donc réduire la stigmatisation permet d'établir un partenariat avec la communauté, on a déjà parlé sur cela, impliquer les secteurs privés. Ça, c'est plutôt en dehors de l'Occident, surtout en Afrique, par exemple. On sait aujourd'hui que l'une des différences avec l'Occident, c'est que le recrutement des personnes qui vont entamer ou qui vont appartenir à un groupe terroriste, c'est quelque chose lié aux inégalités sociales, à l'emploi, que ce n'est pas la même chose qu'en Occident. En Occident, on peut penser même pas, en fait, sur un processus idéologique. En Afrique, l'État islamique, par exemple, est payé, comme on parlait récemment tout à l'heure, en dollars. Donc c'était énorme, c'était un salaire. Et ils ont été des soldats. Et ils ne comptent à rien, en fait. Et bon, si quelqu'un va te donner de l'argent, pourquoi pas. Donc je deviens un soldat. Et pas de souci. Encourager les réseaux d'acteurs, ça veut dire qu'on doit travailler encore une fois en réseau. Ce n'est pas un seul programme qui peut avoir la solution à toutes les problématiques en matière de prévention de la radicalisation. Ça, c'est impossible. Donc, la problématique est trop complexe pour travailler en silo. Il faut travailler en partenariat, il faut approcher différents points de vue, et il faut travailler avec différents acteurs. C'est la seule façon vraiment d'avoir un travail efficace à ces sujets. Et donc, c'est là, justement, développer les approches multisectorielles et multidisciplinaires. Et adopter une approche expérientielle, c'est ça que en fait, je disais tout à l'heure, si avouer, il faut l'avouer, on est en phase d'expérimentation. Toutes les interventions qui sont faites jusqu'à aujourd'hui sont des expérimentations, sont des expériences. Et il n'y a rien de certain par rapport à ça. Renforcer les capacités des intervenants, évidemment, mais autre chose qu'on ne prend pas en considération, et que sont les intervenants, vont te le dire, offrir un soutien aux intervenants. Des groupes de supervision, des groupes d'intervention, des groupes de co-développement. Un bailleur de fonds jamais va penser qu'un intervenant va avoir besoin de soutien pour faire son boulot, parce que c'est une perceuse. Donc, évidemment, si on achète une perceuse, la perceuse va verser des mœurs. Mais ce n'est pas comme ça dans la réalité. Donc, les intervenants ont besoin vraiment d'un soutien personnel par rapport à ces sujets. Et voilà. Bon, les gens qui ont participé à l'étude. Voilà. Merci.